Savez-vous que 80% des reconversions échouent non pas à cause d'un manque de compétences, mais à cause de 6 erreurs précises? Aujourd'hui, je vais vous les partager pour que vous évitiez de perdre du temps, de l'énergie et surtout de la confiance en vous. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, les erreurs les plus courantes quand on veut se reconvertir professionnellement. Si vous êtes en mal-être dans votre travail actuel et que vous vous demandez comment rebondir ou que vous sentez qu'il est temps de changer, cette vidéo va vraiment vous aider à y voir plus clair. Mais tout d'abord, je me présente, je m'appelle Isabelle Mondy, je suis coach et formatrice certifiée et j'accompagne les personnes qui veulent retrouver un travail qui leur ressemble à 100%, porteur de sens, qui leur redonne confiance et équilibre tout en étant réaliste et actionnable, notamment par le biais de bilans de compétences. J'ai moi-même traversé ces questionnements dans une autre vie. J'étais juriste. J'ai suivi beaucoup de formations, un MBA, l'équivalent du barreau dans un autre pays, ma formation de coach, tout ça en parallèle de temps plein à chaque fois. Donc je sais que ça demande du courage, de l'énergie et des sacrifices pour se reconvertir. Et depuis, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 200 personnes dans leur reconversion ou leur montée en compétences. Et je sais à quel point il est facile de tomber dans certains pièges. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 6 erreurs les plus fréquentes pour que vous puissiez avancer avec clarté et que vous puissiez éviter les faux pas. Donc, tout d'abord, c'est d'attendre le moment parfait. Beaucoup se disent, je le ferai quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai plus d'argent, quand ce sera plus au calme au bureau. Mais je vais vous dire quelque chose, ça n'arrive jamais. Pendant ce temps-là, ce qui monte, c'est la frustration, la fatigue. L'élan de départ s'éteint. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait. Il y a juste le moment pour vous, celui où vous décidez de commencer, même avec de petits pas. J'irai même un cran plus loin. S'il ne vous restait que très peu de temps à vivre, quelle empreinte voudriez-vous laisser sur cette planète? Comment voudriez-vous que les personnes se souviennent de vous? Comme une personne fatiguée, s'énervant à la moindre contrariété, coincée dans la routine métro, boulot, dodo, ou bien quelqu'un qui a eu le courage de prendre les choses en main et de vivre une vie qui lui ressemble. C'est un choix qui est vraiment réel. Quand je pensais que j'étais bloquée dans mon poste à Paris pendant 1 an et demi, le moment où j'ai commencé à toucher le fond, où j'étais vraiment en début de burn-out, j'ai choisi ma santé et l'épanouissement. Et à partir de ce changement, tout s'est enchaîné comme par magie. L'acceptation de ma rupture conventionnelle, la première qui était acceptée dans mon entreprise, une proposition d'emploi où je voulais être, la veille de Noël, un déménagement. Bref, en 2 mois, j'étais dans le poste où je rêvais d'être depuis 1 an et demi. Mon seul regret, c'est d'avoir attendu d'être au port du burn-out pour prendre des décisions. J'aurais voulu moins de douleur. La deuxième erreur, c'est de ne pas se connaître suffisamment. Enfin, c'est sans doute l'erreur la plus profonde. Se lancer sans avoir pris le temps de se connaître, de ne pas avoir identifié ses valeurs, ses besoins, son équilibre, son mode de fonctionnement, ce qui est le plus important pour nous de manière non négociable. En description de la vidéo, je vais vous mettre 2 liens vers des tests gratuits que j'utilise régulièrement. Le premier est le test MBTI, qui est un test de personnalité. Le second est le test RIASEC, qui est un test de fonctionnement au travail, avec ses points forts, ses points faibles, ses modes de communication, les environnements où on aime travailler, etc. Il est important aussi de connaître ses contraintes, que ce soit personnelles, professionnelles. Si par exemple vous devez être chez vous à 17 heures, évitez de vous orienter vers des postes de consultant ou d'auditeur où vous êtes très souvent en déplacement chez des clients et où vous risquez de finir tard. Sans cette clarté, on risque de reproduire les mêmes frustrations ailleurs. Vous savez, 6 mois après, vous vous dites, ah ben c'est exactement pareil. La reconversion, ce n'est pas toujours trouver un nouveau job. C'est un chemin pour se réaligner avec soi-même. La troisième, c'est penser qu'il faut repartir à zéro. C'est l'une des croyances les plus répandues. Beaucoup de personnes croient qu'elles doivent tout effacer, recommencer de zéro, même parfois repartir sur des métiers qui n'ont rien à voir. En réalité, votre parcours est une richesse. Et vous avez déjà des compétences transférables, des savoir-être, des expériences précieuses. L'enjeu, ce n'est pas d'oublier qui vous êtes, mais de transformer ce que vous avez été en tremplin vers ce que vous voulez maintenant. Faire le point sur ces compétences est primordial. Cela permettra de faire le tri entre les compétences que vous aimez faire, celles que vous faites naturellement et pour lesquelles vous êtes doué, et celles que vous n'aimez absolument pas faire. En fonction de ces réponses, vous pouvez décider des métiers vers lesquels vous voulez aller.
Je vais très, je vais très prochainement faire une vidéo pour vous présenter un outil gratuit qui permet de faire la liste de toutes les compétences transférables, de proposer des métiers en fonction de ces compétences et ensuite de chercher les offres d'emploi. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé quand cette vidéo sera disponible. La quatrième erreur, c'est s'enfermer dans les diplômes. Alors ça, je le vois très souvent. Les gens pensent que sans diplôme supplémentaire, rien n'est possible. Donc on accumule les formations, les certifications et on entend encore avant de se lancer. Bien sûr, parfois une formation est utile, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Les employeurs et les projets valorisent beaucoup l'expérience, le savoir-être et la capacité à apprendre. Le diplôme n'est pas une fin en soi, c'est un outil, pas une identité. Donc, prendre le temps de lister ses compétences et de faire les liens entre ses expériences professionnelles et le poste que vous voulez avoir. Ces compétences peuvent aussi avoir lieu dans votre expérience personnelle, vos loisirs, votre vie associative. Par exemple, j'avais une cliente qui me disait, euh, lors d'un bilan de compétences, j'ai un diplôme dans la communication, mais je ne l'ai jamais utilisé. J'ai travaillé comme business owner. Donc déjà, elle a eu l'opportunité d'être formée en interne par son employeur, mais surtout, elle a été très impliquée dans une association où elle était responsable de communication. Elle communiquait sur les réseaux sociaux, avec la presse, les collectivités territoriales, notamment en interviewant les élus. Est-ce que vous voyez quelle force elle avait et qu'est-ce qu'elle elle n'avait pas encore fait les liens entre ces expériences? Une expérience comme celle-là a la valeur d'un poste principal. Donc prenez le temps de faire cette liste et ces liens. Cela permet de montrer aux recruteurs que vous avez bien compris le poste et aussi de gagner en confiance en vous. Les personnes sont souvent surprises de la liste de compétences trouvées et qu'elles n'avaient absolument pas réalisé qu'elles savaient faire autant de choses. Alors oui, bien sûr, le but n'est pas de se survendre. Est-ce que vous aurez des choses à apprendre? Bien évidemment. Avec l'expérience, je préfère être formée en interne par mon nouvel employeur plutôt que de suivre encore une nouvelle formation et de m'entendre dire en entretien: «Ah, vous avez le diplôme, c'est bien, mais vous n'avez pas d'expérience». Donc, si après avoir fait l'effort de faire ces liens, de postuler, on vous réclame toujours le diplôme, allez-y, mais veillez à choisir un diplôme avec des stages ou une alternance pour pouvoir acquérir de l'expérience dans le domaine. La cinquième erreur, c'est négliger son réseau. Beaucoup pensent qu'ils doivent tout faire tout seuls. Mais la réalité, c'est que la majorité des opportunités passent par le réseau. Anciens collègues, amis, contacts, associations, LinkedIn. C'est comme quand on veut commander un nouveau téléphone sur Internet ou faire des travaux. On va regarder les avis des anciens clients. Si notre meilleur ami nous dit: «J'ai utilisé tel prestataire, il travaille vraiment très bien», on va plutôt choisir cette personne qu'une personne qu'on ne connaît absolument pas, c'est logique. Donc, quand on communique, on a souvent des opportunités qui se présentent auxquelles on n'aurait pas pensé. Le réseau, ce n'est pas du piston. C'est simplement se rendre visible, parler de son projet, écouter les retours, ouvrir les portes. Négliger son réseau, c'est se priver d'une des clés les plus puissantes pour avancer. Et la dernière, c'est foncer tête baissée sans enquête terrain. Donc parfois l'enthousiasme pousse à aller trop vite. On s'inscrit à une formation, on accepte un nouveau poste sans vraiment savoir à quoi ça ressemble au quotidien ou si ça colle avec nos valeurs et notre mode de vie. Et très vite, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on imaginait et ça crée de nouveau de la tension, perte de confiance. C'est pour ça que les enquêtes métiers sont essentielles. Rencontrer des professionnels, poser des questions concrètes. À quoi ressemble vraiment une journée type? Quelles sont les tâches que vous aimez le moins? Quelles sont les qualités les plus importantes pour ce métier? Quelles sont vos contraintes horaires, rythme, équilibre vie pro, vie perso? Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous avez commencé? Que conseillerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer? Et quel est votre salaire? Je sais que c'est un peu tabou en France, mais c'est important de le savoir. Il est primordial de comprendre ces réalités avant de vous engager. Il n'y a rien de pire que de se former pendant des mois, voire des années, pour se rendre compte que ça ne convient pas. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité d'accompagner une chercheuse en biologie de haut niveau qui se retrouvait face à un dilemme déchirant. Après 3 ans de chômage dû à un burn-out, elle envisageait de changer de voie professionnelle. Entre les offres d'emploi peu stimulantes et devenir et son désir de devenir professeur de yoga, elle était complètement perdue.
Sa confiance en elle était au plus bas, elle se sentait de plus en plus oppressée et ne voulait même pas partir en vacances avec son mari et ses enfants. Alors on a creusé en profondeur ses valeurs, ses besoins, ses moteurs profonds, et là, deux mots forts sont apparus. Prestige, sécurité. Ok, vous vous rendez compte que dans l'accompagnement ni le yoga, ça ne peut pas répondre à ces besoins-là. Elle n'avait pas encore réalisé ça et c'est pour ça qu'elle tournait en rond. Alors, je lui ai posé la question. Est-ce que tu aimes toujours la recherche en elle-même? Là, il y a eu un long silence, un sourire, un déclic. Elle adorait toujours la recherche, explorer, comprendre, mais elle ne voulait plus absolument travailler dans la pharmaceutique ni être manager. Donc du coup, elle s'est mise à recontacter d'anciens collègues, à explorer des fondations, des universités, des professeurs avec lesquels elle voulait travailler, et 3 semaines plus tard, elle avait trouvé un poste aligné, serein et brillant. Moralité, prenez le temps de bien vous connaître, de faire le point sur vos compétences, de solliciter votre réseau et de vous renseigner sur les métiers envisagés. Et si cela ne suffit pas, faites-vous accompagner. Arrêtez de perdre du temps, de l'énergie et surtout de saboter votre confiance en vous. Vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais rappelez-vous, quand on est convaincu par quelque chose, on convainc forcément les autres. Je connais des personnes qui ont changé très souvent de poste et qui se sont fait à chaque fois former par leur nouvel employeur parce qu'il était convaincu par leur enthousiasme, leur motivation et surtout les liens faits avec leurs expériences précédentes. Alors en résumé, les 6 erreurs à éviter absolument, donc attendre le moment parfait, ne pas se connaître suffisamment, penser qu'il faut repartir à zéro, s'enfermer dans les diplômes, négliger son réseau et foncer sans enquête terrain. Donc voilà, les 6 erreurs les plus courantes en reconversion professionnelle. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces situations. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie du chemin. L'important, c'est de prendre conscience de ces pièges pour avancer différemment. Beaucoup essaient de traverser cette étape seuls, mais c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même, sur ses forces, sur ses compétences transférables. C'est pour ça que l'accompagnement fait toute la différence. Il permet de gagner du temps, de la confiance et surtout de trouver une direction alignée avec qui vous êtes vraiment. Si ce, Si ce sujet vous parle, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus et à partager en commentaire quelle est selon vous l'erreur la plus difficile à éviter. Et si vous sentez que c'est le moment pour vous d'être accompagné, je vous propose des bilans de compétences finançables. Toutes les infos sont en description. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et souvenez-vous, votre reconversion n'est pas un saut dans le vide, c'est une rencontre avec vous-même.